Bonjour, c'est Chris Tesson. Cette chaîne est consacrée à l'étude de la physique des ovnis et nous allons comparer aujourd'hui le principe de vol de 4 engins très différents dans leur conception. J'ai retenu 2 engins de fabrication humaine et 2 engins supposés être de fabrication non terrestre. Ces 4 engins n'ont pas de point commun a priori et nous allons voir qu'en fait ils s'appuient tous les 4 sur les mêmes principes physiques de vol. Le premier engin retenu s'appelle le Fluxliner et il a été présenté par l'illustrateur graphiste Mark McCandlish à la conférence du Disclosure Project en 2001. Dans cette conférence, il explique qu'en 1988, son ami Brad Sorensen aurait vu 3 engins de ce type exposés dans un hangar appartenant à Lockheed Martin, lors d'un meeting réservé aux militaires. Mais il a aussi montré une photo de cet engin en vol datant de 1966. Ce qui signifie que sa conception remonte au moins à la fin des années 50. Je vais en donner une description rapide. Pour plus de détails, tu peux consulter la vidéo numéro 72. Le Fluxliner comprend 3 composants principaux. Une colonne de mercure ionisé servant à la fois de générateur électrique et de réducteur de gravité. Une bobine de Tesla pour augmenter la tension du courant et donner des impulsions se chiffrant en millions de volts. Une série de condensateurs servant de propulseurs électromagnétiques, transformant les impulsions de la bobine de Tesla en ondes de compression dans le vide. La colonne centrale de mercure dispose de 2 éléments en contrarotation qui alimentent la bobine centrale, ce qui crée un champ magnétique. Un courant radial se crée alors dans le mercure et plus la colonne est en rotation rapide, plus on obtient le courant. À une certaine vitesse limite, il y a plus de courant produit que de courant consommé, et on obtient ce qu'on appelle une dynamo MHD, ce qui permet d'alimenter la bobine de Tesla et les condensateurs. Mais l'effet le plus intéressant est que ce mercure en rotation va entraîner le vide, qui n'est pas vide, mais rempli d'énergie qu'on appelle l'éther. Un vortex d'éther va être créé, et ce vortex réduit, voire annule la gravité et la masse. Tu trouveras plus d'explications sur ce principe physique dans la vidéo 71. Sans propulsion additionnelle, l'engin flotte, mais n'avance pas. Pour le faire avancer, il faut créer des surpressions sur le vide. C'est justement ce que font ces condensateurs alimentés par des impulsions électriques, en dents de scie, de très forte intensité. Des ondes électromagnétiques de compression, comme des ondes sonores, mais sur le vide, sont ainsi créées. On les appelle des ondes scalaires, mais le nom correct serait des ondes longitudinales. C'est le principe de l'électrogravité que j'ai expliqué dans la vidéo numéro 62. Pour se diriger, l'engin alimente les condensateurs correctement choisis pour créer la bonne impulsion. Passons maintenant au second engin, qu'on appelle le TR-3B. Un engin triangulaire qui a fait son apparition dans les années 1980. Cet engin ultra secret américain est suspecté d'être à l'origine de la vague belge d'OVNI fin 1989, début 1990. Tu trouveras de nombreuses vidéos et d'articles sur le net à ce sujet. Des informations techniques ont fuité et l'on va voir qu'elles nous ramènent au même principe physique. Ces informations techniques disent en particulier que l'engin annule 89% de sa masse. L'énergie électrique consommée par le TR-3B est telle qu'il lui faut, paraît-il, 3 réacteurs nucléaires de 220 MW situés au centre et utilisés en série. Il embarque aussi une bobine de Tesla pour obtenir des millions de volts, un tore de mercure ionisé sous pression et des propulseurs électromagnétiques, 3 aux extrémités, 1 au centre et d'autres sur les côtés. Enfin, il dispose bien sûr d'une cabine sur sa partie supérieure. Vu la taille de l'engin, donnée de 34 mètres à 92 mètres de côté, pas mal de monde doit pouvoir y rentrer. Les réacteurs nucléaires alimentent en électricité les bobines du tore de mercure et les propulseurs verticaux et latéraux. Dans le tore, le mercure est ionisé et sous très haute pression. Là encore, le mercure en rotation va créer un vortex d'éther qui va annuler la gravité et la masse de tout ce qui se trouve dans le vortex. Mais comme la portée du vortex est limitée,
on comprend très bien qu'il ne puisse en annuler que 89%. Les propulseurs électromagnétiques, supposés être réalisés avec des bobines supraconductrices, vont créer des ondes électromagnétiques stationnaires de compression, comme des ondes sonores mais sur le vide, les fameuses ondes scalaires, qui assurent son déplacement vertical ou horizontal, ou toute orientation à la demande. Étudions maintenant un premier engin supposé d'être d'origine non terrestre, que l'américain George Adamski a affirmé avoir photographié en 1952, et selon lui piloté par un être vénusien. Ce même type d'engin est présent dans une autre affaire d'OVNI qui se passe dans les années 1970 en Italie, l'affaire Amisisia. Ces affaires ont toutes les deux défrayé la chronique, et les informations techniques sur ce type d'engin sont extraites du livre 50 Years of Amisisia de Stefano Brescia. Le livre ne donne pas de détails sur la source d'énergie utilisée, mais seulement sur le principe de propulsion électromagnétique mis en œuvre. L'engin utiliserait des champs électrostatiques tournants très puissants, combinés à un plasma d'azote sous pression pompé entre les trois sphères et les anneaux toriques centraux. Étudions cela plus en détail. Les trois sphères sont creuses, tout comme les trois anneaux toriques centraux. L'anneau supérieur est constitué de disques isolants et conducteurs, placés alternativement. Ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, tout en ayant un fort potentiel électrostatique. On peut comprendre alors que les lignes de champ tournent grâce à cette succession de disques isolants et conducteurs. À l'intérieur de l'anneau, le plasma d'azote tourne dans le sens contraire. Les deux anneaux inférieurs seraient faits de cobalt et de nickel, et sont en contrarotation. Eux aussi sont creux, et traversés par le plasma d'azote qui circule à contresens de leur rotation. Donc l'anneau inférieur tourne dans le même sens que l'anneau supérieur. Les trois sphères font de même, et sont aussi soumises à un fort potentiel électrostatique, grâce au plasma d'azote qui est pompé alternativement entre les anneaux et les sphères. La rotation des lignes de champ électrostatique crée un champ magnétique, et le phénomène de pompage crée une distorsion dans les champs électromagnétiques. On obtient alors un champ tournant pulsé. Que faut-il en comprendre? Là encore, le champ électrostatique tournant crée un vortex d'éther, qui annule la gravité et la masse. Les battements obtenus dans le champ électromagnétique permettent en plus de propulser l'engin, en modifiant la pression locale du vide autour de la coque. Venons-en maintenant au quatrième exemple. Je vais m'appuyer sur le livre extraordinaire d'Elena Danaan, We Will Never Let You Down. Elena Danaan est une Française, contactée par des représentants de la Fédération galactique des mondes. Et je t'invite à suivre les informations divulguées régulièrement sur sa chaîne YouTube. Dans ce livre, on trouve des informations techniques détaillées sur le principe de vol des ovnis, données par son informateur principal, Thor Han, pilote du vaisseau mère de la Fédération. Il y aurait trois méthodes. La première utilise la propulsion par électrogravité, ou champ de torsion. La seconde méthode, appelée Warp Drive ou Hyperdrive, utiliserait un faisceau d'énergie projeté vers l'avant, pour modifier l'espace-temps devant le vaisseau, et atteindre des vitesses qu'on peut imaginer supérieures à celles obtenues par l'électrogravité. On peut comparer cette seconde méthode au vol hypersonique dans l'air, qui s'appuie sur la MHD qui contrôle le flux d'air à distance, pour voler à des vitesses bien supérieures à Mach 1. Ici, la vitesse du son est remplacée par la vitesse de la lumière, et l'air est remplacé par l'énergie du vide. La troisième méthode indiquée est encore plus incroyable, car elle utiliserait des portails ou des trous de verre, connectant deux points de l'espace et créant ainsi un raccourci. Je vais détailler seulement la première méthode, par électrogravité champ de torsion, pour laquelle plus d'éléments sont donnés dans le livre. Il faut déjà disposer d'une puissance électrique phénoménale, et l'énergie serait captée du vide grâce à des cristaux. Cette énergie s'appelle le frill, et mon interprétation est que c'est l'énergie des ondes de compression d'éther qui se diffusent à travers tout l'espace, comme expliqué dans la vidéo numéro 78.
Deux éléments interviennent dans le principe de vol. Tout d'abord, un toroïde, dans lequel circule à haute vitesse un plasma de mercure à très haute température, qui n'est pas sans rappeler ce qu'on a vu dans le TR3B. Mais une information très importante est donnée ici. Ce toroïde est en fait double, et deux flux indépendants circulent avec des vitesses perpendiculaires. Pour comprendre ce dispositif, il faut savoir deux choses. De la même façon que dans une bobine où un courant électrique va créer un champ magnétique perpendiculaire au courant, le plasma de mercure, c'est comme un gigantesque courant électrique, et il va aussi créer un champ magnétique perpendiculaire à son déplacement. La seconde chose à savoir, trouvée dans cet article sur la physique des plasmas, c'est qu'un plasma chaud de tokamak suit les lignes de champ magnétique en s'enroulant autour. On comprend alors que le plasma du second toroïde suit les lignes de champ créées par le premier toroïde. Et que le premier toroïde suit les lignes de champ créées par le second toroïde. Les deux flux de plasma s'entraînent donc mutuellement, et au-delà d'un certain régime, on obtient un système auto-entretenu. C'est ce qu'on appelle une dynamo MHD, comme expliqué dans la vidéo numéro 3. Une chose étonnante, le toroïde étant creux, l'espace intérieur peut même être habitable, et on trouve différentes configurations pour ces éléments, avec un tor, deux tors, voire même 6 tors, et le livre précise qu'une gravité artificielle est maintenue au sein du vaisseau. Comme la gravité est due à l'accélération de l'éther, on peut imaginer que le mouvement torique du mercure entraîne aussi l'éther dans un mouvement torique, et qu'au sein du vaisseau, un champ de gravitation constant soit créé de haut en bas, alors que la gravitation externe est bloquée par le vortex d'éther entourant la coque. Le but de ces toroïdes est d'entraîner l'éther autour du vaisseau, comme vu dans les 3 autres engins précédents. Mais là encore, la gravité est seulement annulée en même temps que la masse, et il faut un autre dispositif de propulsion pour avancer. C'est là qu'intervient le second élément indiqué dans le livre, à savoir une coque découpée en segments destinée à recevoir de très fortes impulsions électriques, pour stabiliser et diriger le vaisseau. Dans le cas de ce vaisseau mère, la logique nous pousse à les imaginer ici. On retombe donc sur le principe vu dans le premier engin, le Fluxliner. Ce sont ces impulsions qui sont responsables de l'ionisation de l'air autour des ovnis, qui donnent un halo de lumière et une odeur d'ozone. En conclusion, on voit que ces 4 engins, bien qu'a priori de conception très différente, mettent en œuvre en finale le même principe physique. Tout d'abord, créer un vortex d'éther autour de la coque, ce qui isole l'engin de la gravitation extérieure et annule la masse, et d'autre part, modifier localement la pression du vide pour se diriger dans la direction voulue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt. Bye bye.